Bonjour et bienvenue à tous à la une de l'actualité ce lundi. Des objets d'art à partir du bois, c'est une forme de sculpture qui obéit à des règles particulières. Quelles sont ces règles et surtout comment transformer le bois en objet attractif? Les réponses dans le magazine de Helmut comme l'envie à suivre dans cette édition. Au Nigeria, les 21 lycéennes de Chibok libérées par le groupe islamiste Boko Haram ont finalement retrouvé leur famille ce dimanche à Abuja après plus de 2 ans de captivité. Et puis toujours sur le continent, plus de 9 millions de personnes sont en situation d'extrême détresse dans la région du lac Tchad. Selon l'ONG la Croix-Rouge internationale, l'ONG appelle la communauté internationale à agir face à la crise humanitaire qui secoue cette région. Ce sont là les grandes articulations de Eden Info. Bienvenue à tous, les détails dans un instant. On ouvre cette édition par une brève. Le syndicat des transporteurs et importateurs non affiliés du Bénin, Sintra-INA, est porté sur les fonds baptismaux. C'est à la faveur d'un congrès constitutif tenu ce vendredi au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Les membres de ce nouveau syndicat entendent fédérer les forces pour défendre les intérêts de leurs différentes corporations. Ils sont soutenus par d'autres syndicats tels que le SINACO GP et la CSTB de Paul Isseiko. Au terme du congrès, Eladia Arabiou a été élu président du Sintra-INA. Il revient ici sur les motivations de la création de ce nouveau syndicat et sur sa feuille de route. Vous aviez assisté à la mise en place des syndicats il y a 1 voire 2 ans. Si aujourd'hui, le même monde de transport décide de mettre en place un nouveau syndicat, dites-vous, il y a des choses qui ne marchent pas de l'autre côté. Et nous, on a dit, si nous devons continuer à nous patienter, il risque de nous conduire dans le décor. Sur ce, nous qui regardons dans la même direction, avons décidé de prendre notre destin en main. C'est ce qui motive la naissance de ce syndicat du nom de Sintra-INA. La feuille de route de ce nouveau syndicat sera la correction de ce qui n'a pas marché auprès des autres syndicats. Et puisque nous sommes des professionnels, nous savons quel comportement avoir pour que le transport décolle dans notre pays. Samedi dernier, 15 octobre, c'était la célébration de la journée internationale de la canne blanche. La canne blanche, symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer, provenant ainsi automobilistes et piétons de leur handicap. Plusieurs personnes handicapées visuelles se sont prononcées sur l'importance de cette journée ainsi que sur la place réservée aux malvoyants dans la société béninoise. Ils sont au micro de Helmut comme l'envie et de Romaric Devouchi. C'est une journée instituée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1969. Et ceci dit, elle nous permet également de sensibiliser toutes les couches, de sensibiliser le monde entier sur ce que c'est que réellement la personne handicapée de la vue. Parce que nous avons comme objectif de changer ce regard négatif que le monde a de nous. J'ai un grand regret, c'est que apparemment les gens veulent que les personnes handicapées de la vue aillent construire leur monde à part, leur nation à part. Aux camarades qui se fondent dans le fatalisme, je leur dis de revenir en eux. La cécité n'est pas une fin en soi. Et comme le dit un adage, toute lutte est vie et toute vie est lutte. Nous entendons déjà des recrutements en vue. Nous avons des valeurs, des diplômés à faire valoir en notre sein.
dans les 80 auditeurs de justice à recruter, qu'on ne nous oublie pas. Dans les environ 7000 enseignants maternels, primaires et secondaires à recruter, qu'on ne nous oublie pas. Nous avons des diplômés qui chôment et qui méritent également d'être recrutés au nom du droit à l'emploi, au nom de l'égalité des chances, au nom de la discrimination positive. Je l'annonçais dans le titre, le bois est connu comme matière sollicitée aussi bien dans l'immobilier que dans d'autres domaines, mais il est aussi fortement utilisé dans l'art, notamment la sculpture. Quel est le processus de transformation du matériau à l'objet d'art attractif? Notre équipe a fait une descente dans l'atelier de l'artiste sculpteur Kofi Gao. Suivez ici le magazine réalisé à cette fin par Helmut Comme la vie. Ébène, acacia, teck, des essences végétales diverses pour un destin ici commun. Nous sommes chez Kofi Gao, artiste sculpteur depuis plus de 40 ans. À l'état purement naturel, ou coupé en madrier, le bois constitue le principal matériau de travail pour l'artiste sculpteur. Soit c'est le client qui vous présente une image, un tableau, un dessin, ou bien c'est vous-même qui créez, quelle que soit la situation, vous avez une maquette, un dessin à réaliser. Donc vous quadrillez le dessin, et quand vous quadrillez le dessin, vous étudiez le format. Vous projetez le truc sur le format. Donc je quadrille, je fais le format voulu, et vous regardez, et vous repérez ce qui est ici, vous le repérez ici. Exactement. Celui-ci est le chef sculpteur de l'atelier Bikoff, la famille d'Onvidi et de Banamé dans le département du Zou, dont il est un des descendants, est réputé pour ses talents immémoriaux de sculpteur parmi les plus illustres du sud du Bénin. Le douanier fait d'abord le dessin de l'œuvre, puis il découpe le gabarit. Nous apportons le bois à la machine et sur la base du gabarit, nous le découpons en respectant les mesures. Ensuite, à l'atelier et à l'aide de la hache, du ciseau et d'autres outils appelés gouge V, gouge plate et VU, nous taillons le bois scié et le modelant jusqu'à lui donner la forme en projet. Le doyen Kofi procède ensuite à d'éventuelles corrections. L'œuvre est finalisée, prête pour la galerie. Et voilà le résultat. Sur commande ou par initiative personnelle, Kofi Gao travaille suivant son inspiration. De l'atelier à la galerie, le traitement et la création d'une œuvre s'étendent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est mon œuvre préférée. Son nom, c'est No Die. No Die, ne pas mourir. Et même si je meurs aujourd'hui, on va peut-être m'enterrer, je dis bien peut-être. Mais là, avec tout ce que vous avez comme produit dans vos mains, je ne meurs pas. Le bois, il est presque naturel. Il y en a qui directement vous parlent sans qu'on intervienne avec les outils spécifiques. Ici, on a eu juste à arranger le corps, mais ici, c'est le visage. C'est un visage pour moi. Et je l'ai aimé tellement que c'est le nom que je lui ai donné. C'est un genre de sosie pour moi, ne pas mourir. De Nodai à Fieno, en passant par Diamessi, les créations de Kofi Gao sont multiformes et requièrent attention et admiration. Notons que ces sculptures font le tour des expositions au Bénin et à l'international. L'actualité hors du Bénin, libérée par le groupe islamiste armé nigérien Boko Haram. Après plus de 2 ans de captivité, 21 lycéennes de Chibok ont finalement retrouvé leur famille dimanche à Abuja et commencé à raconter les difficiles conditions de détention. Commentaire signé Antoinette Sagbo. C'est au cours d'une cérémonie religieuse organisée en leur honneur que les 21 lycéennes libérées par le groupe islamiste Boko Haram ont retrouvé leur famille. Elles ont raconté leurs difficiles conditions de détention avant de remercier Dieu.
Nous remercions Dieu parce que nous ne pensions pas que nous serions en vie pour voir ce jour. Merci à Dieu. Ayant été enlevés, nous ne pensions pas que nous pourrions à nouveau danser comme nous l'avons fait aujourd'hui. Tout le monde sait ce que nous avons enduré. Nous remercions Dieu pour nous avoir permis de voir ce jour. Nous prions aussi Dieu pour que Boko Haram libère les autres filles pacifiquement. Converties à l'islam, ces filles, pour la plupart chrétiennes, n'avaient pas eu l'occasion de prier selon leurs croyances tout le temps qu'a duré leur séjour au sein de la secte Boko Haram. Pendant la cérémonie, leurs parents sont arrivés, les prenant dans les bras, pleins d'émotion. Il y a beaucoup d'analyses imprudentes, de commentaires réfléchis qui ne font pas avancer la situation. Nous avons encore plus de 120 autres enfants en captivité. Nous devons donc être prudents avec les commentaires que nous faisons. Nous ne devons pas faire de commentaires qui rendraient la vie de ces filles impossible. Selon des sources locales, les lycéennes ont été échangées contre 4 combattants de Boko Haram, mais le ministre nigérien de l'Information refute tout en bloc et lance un appel. There are many reckless analysts. Je remercie Boko Haram. Je remercie ces membres d'avoir gardé nos enfants en vie jusqu'à maintenant. Nous les supplions de libérer les autres filles qu'ils ont enlevées. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas nos filles, mais qui ont été enlevées. Je veux qu'ils les libèrent maintenant afin qu'elles puissent retrouver leur famille. La libération des lycéennes kidnappées par Boko Haram il y a plus de 2 ans était l'un des points forts de campagne du candidat Muhammadu Buhari. Toujours sur le continent, à la demande de l'Union africaine, plus de 40 pays africains se sont réunis en sommet samedi à Lomé pour adopter une charte pour la sûreté et la sécurité maritime. Celle-ci engage les États de l'Union africaine signataires à protéger leur environnement, mais aussi à prévenir et réprimer la criminalité en mer, ainsi que les trafics d'êtres humains, d'armes et de drogue. Le Burkina Faso a inauguré cette semaine une usine de lampes solaires avec l'ambition de transformer une ressource naturelle dont il jouait en abondance les rayons du soleil en électricité, une énergie qui lui fait cruellement défaut. Commentaire. L'inauguration de cette usine jeudi à Dekoudo, à quelques 65 km à l'ouest de la capitale Ouagadougou, s'inscrit dans la politique des autorités burkinabées pour sortir le pays de la carence énergétique. C'est aussi l'ambition du promoteur de l'usine qui s'engage à rendre l'énergie disponible à tous les Burkinabés. Le défi de notre entreprise est de fabriquer nos produits localement, aujourd'hui à Dédougou et bientôt partout en Afrique. Les besoins en termes d'accès à l'énergie restent immenses. Et nous ne sommes pas satisfaits des solutions qui sont proposées aujourd'hui aux populations africaines. Souvent des produits de faible qualité qui grèvent d'autant plus le budget des familles. Un pays pauvre enclavé d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a le coût de kilowatts par heure le plus cher d'Afrique. L'électricité est une denrée rare, accessible à seulement 19% des 19 millions d'habitants. En milieu rural, la situation est encore pire. Seulement 3% de la population a le courant contre 59% en milieu urbain. Dans ces conditions, le renforcement de l'accès à l'énergie électrique devient une priorité, selon l'ambassadeur de la France au Burkina Faso. La création de cette première usine de lampes solaires est un beau pari économique au service d'une belle cause. Donner à tous les Burkinabés la possibilité, la nuit, de s'éclairer. Et mieux encore, en produisant sur place ces lampes, à un coût donc moindre, en créant des emplois sur place, ici, à Dédougou, et en formant les ouvriers. Les lampes solaires qui sortiront de l'usine sont appelées à remplacer les lampes à pétrole utilisées par des millions de Burkinabés privés de courant. Le comité international de la Croix-Rouge appelle la communauté internationale à agir face à la crise humanitaire oubliée en CRIF qui touche la région du lac Tchad, où plus de 9 millions de personnes sont en situation d'extrême détresse selon l'ONG. Cet enfant malnutri, presque mourant et d'autres également se trouvent dans cet état à cause de la crise humanitaire dans la région du lac Tchad. Cette situation est provoquée par l'insurrection du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Sans soutien des pays donateurs, cette région pourrait vivre la pire crise humanitaire que le monde ait connue.
plus de 9 millions de personnes ont désespérément besoin d'aide alimentaire afin d'être à l'abri de la famine. Bien que ce soit une des plus vastes opérations humanitaires du CICR dans le monde, c'est une crise oubliée quand les gens à l'extérieur du Niger ou à l'extérieur de la région du lac Tchad ne font pas attention comme il le faudrait à ce conflit et à ces personnes. Les Nations Unies ont lancé un appel de fonds de 739 millions de dollars, soit environ 3 milliards 700 millions pour soulager les peines de ces déplacés dus au conflit. Mais jusqu'à présent, seulement un quart des ressources financières a été mobilisé. La situation dans la région du lac Tchad est toujours catastrophique. Hors de l'Afrique à présent, 70 ans après la libération des derniers Tziganes internés en France pendant la Seconde Guerre mondiale, un hommage national leur est rendu le 29 octobre sur le site de l'ancien camp. Voici le reportage. Quelques pierres, des marches esselées, une ancienne prison et des noms. Voici ce qu'il reste du plus grand camp d'internement de Tziganes français. Dans la famille de Jean Richard, 17 personnes ont été enfermées dans le camp de Montreuil-Bellay, une histoire taboue que lui-même ne découvre qu'à l'âge de 30 ans. Les anciens n'en parlaient pas, ils ne voulaient pas en parler. Ce que je dis toujours, c'est qu'ils sont morts, même la peur au ventre qu'on revienne les chercher et qu'on les enferme encore. Environ 2000 personnes sont passées par ce camp, découvert par hasard dans les années 1980 par un historien local. En 1988, une stèle commémorative est dressée sur le site, un site classé monument historique seulement en 2012. Fin octobre, un grand monument du souvenir sera inauguré sur les lieux pour sortir l'histoire de l'oubli, 70 ans après la libération des derniers Tziganes. Je crois qu'il faut conserver des lieux de mémoire et des lieux de souvenir. C'est important pour les personnes qui ont effectivement vécu et souffert ici, pour leurs familles, mais effectivement aussi pour les générations futures. À plus long terme, l'idée est de valoriser le site pour le rendre compréhensible de tous et surtout des scolaires. Les enseignants sont demandeurs de connaissances sur cette histoire. Ils sont peu formés, voire pas formés, puisque l'internement des nomades, à ma connaissance, n'est pas dispensé dans le cursus universitaire. Donc c'est des enseignants qui ont tout à apprendre sur cette histoire-là. Pour la première fois, un hommage national sera rendu le 29 octobre aux familles internées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois dans notre histoire où on va nous reconnaître, on va nous faire passer de l'ombre à la lumière. On a existé, on va découvrir, parce que beaucoup de gens l'ignorent, on va découvrir ce qui s'est passé, on va découvrir ce que les anciens ont subi. Dans l'Hexagone, plus de 6000 personnes ont été internées dans une trentaine de camps gérés par Vichy à partir de 1940. Les derniers nomades ont été libérés en 1946, près de 2 ans après la libération de la France. On reste en France pour parler cette fois-ci élevage menacé d'extinction. Dans les années 80, le port basque Quintoa a obtenu cette année l'appellation d'origine contrôlée grâce au combat de quelques éleveurs qui ont sauvé l'espèce. Aujourd'hui, quelques 3000 cochons de la race pinois basque sont élevés chaque année alors qu'il restait moins de 30 têtes il y a 30 ans. Reportage. Michel est aux petits soins pour ses cochons. Aux confins du Pays Basque, au cœur des Aldudes, ils s'ébattent et profitent du climat. Ces porcs à tête et cul noir sont la fierté de Michel. Cette race d'origine basque, appelée Quintoa, vient d'obtenir cette année son appellation d'origine contrôlée. Dans le cahier des charges, c'est des chargements limités, donc 35 par hectare, et pas plus de 40 par lot. Voilà. Il faut l'élever minimum pendant 12 mois, ça c'est très important. C'est une race locale, une race qui n'est pas croisée. Donc une race pure. Un cahier des charges strict pour préserver une race qui a failli disparaître. Il y a 30 ans, il ne restait que 25 truies et 2 véras encore en vie. L'animal était oublié du patrimoine local et c'est grâce à cet homme que l'élevage a pu reprendre. Le porc basque, c'est le temps. On fait un porc de 160 kg, il faut 14-15 mois, alors qu'avec un porc conventionnel, en 7-8 mois, on arrive à faire le même poids.
Et on n'a pas su faire la différence qualité-prix et c'est pour ça que ce porc il a disparu complètement en peu de temps. Aujourd'hui, après 30 ans d'efforts, environ 3000 porcelets naissent chaque année. Ce cochon se nourrit de céréales produites localement, d'herbes et de châtaignes qu'il trouve dans ses prairies. De quoi donner une saveur particulière à la viande. Des jambons d'exception grâce à ce séchoir unique installé au cœur de la vallée où souffle un vent humide venu du sud. Ici, il n'y a aucun moteur, on travaille avec l'air extérieur. Quand on est à plus de 80 d'hydrométrie, 85, on ferme les volets. Voilà. Et c'est grâce à ce climat qu'on a ici qu'on arrive à avoir le séchage de ce jambon qui est typique d'ici. Après au moins 16 mois d'affinage, le jambon peut enfin être vendu. Un produit rare qui a un coût pas moins de 50 € le kilo. Avec sa saveur boisée et sa chair très parfumée, le jambon Quintoa a su séduire de nombreux chefs et des palais exigeants, notamment de nombreux Japonais très friands de cette charcuterie made in Pays Basque. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur UDN Télévision.